Bonjour à tous, nous voici sur une visioconférence pour vous présenter le stage d'écologie intérieure qui aura lieu le 24 et 25 juillet à Bourdiguet dans le Gard, c'est entre Uzès et Alès. Et donc avant de vous présenter le stage, on va se présenter nous en tant qu'intervenants. Je te laisse la parole Jean-Guillaume pour te présenter si tu veux et puis après j'irai moi. Oui, donc moi je suis Jean-Guillaume Bélier, je suis thérapeute, j'accompagne les personnes en séance individuelle de thérapie avec différents outils qui vont de l'hypnose à des outils qu'on utilise aussi dans les stages d'écologie intérieure. Et je suis ravi de créer, de vivre ces stages parce que c'est aussi de la formation pour comprendre mieux son fonctionnement psychique. Et souvent, ce qui manque dans les accompagnements individuels, c'est justement des connaissances qui permettent de comprendre ce qui se passe quand on fait de la thérapie. Voilà. En quelques mots, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur mon site, j'ai fait une description un peu plus détaillée de tout mon parcours. Et toi, OK, qui donc es-tu? moi c'est Emmanuelle Philippe, je suis formatrice. Je suis formatrice, dans le domaine de la santé et plus précisément, pour les kinésithérapeutes qui sont, qui veulent accueillir des étudiants en stage. Donc je les forme, à des nouvelles façons, d'apprendre, d'accompagner et d'évaluer, des stagiaires. Et puis je suis aussi du coup formatrice en écologie intérieure et à la base moi je suis, masseur kinésithérapeute et il y a 5 6 ans j'ai arrêté ma profession, face à un monde, en crise et à beaucoup d'urgences, sur le plan économique, social, politique et cetera. Et le fait d'avoir eu un petit garçon, a motivé, le fait d'arrêter mon activité professionnelle principale pour investir dans un projet d'éco-village, expérimental. C'est-à-dire on voulait innover, sur le plan, économique, notamment en proposant la mise en place d'un revenu de base pour voir si, le fait de donner un revenu d'autonomie, à des gens dans le territoire permettait de développer, tout un tas de choses sur le plan, social, économique et cetera. Et on a quitté, ce projet-là il y a 3 ans parce qu'on a vu quelques limites, de l'alternative, notamment sur la façon dont on gère nos conflits, dont on s'organise. Et on réfléchit à un nouveau projet, heu, collectif sur, notamment l'autonomie des territoires parce qu'on est assez soucieux des problématiques, climatiques, sociales, migratoires, qui arrivent et on pense que c'est, important de s'inscrire dans une certaine autonomie des territoires, de participer à la résilience des territoires. Et une des raisons pour lesquelles je forme à l'écologie intérieure, c'est parce que je pense que, le fait d'être autonome psychiquement, a toute sa place, tout comme, la réflexion autour de l'autonomie, alimentaire ou énergétique et cetera. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette formation, c'est de vous transmettre, toutes, les clés et les connaissances et vous faire expérimenter, ce qui permet à chacun de devenir autonome, psychiquement à travers notamment l'écologie intérieure. Donc ce qu'on va vous faire, là maintenant, c'est vous présenter rapidement ce qu'est l'écologie intérieure et puis ensuite on vous présentera, le stage et puis on prendra quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Voilà. Donc Jean-Guillaume, est-ce que tu veux présenter l'écologie intérieure? Alors l'écologie intérieure, c'est une idée, c'est pas tant une méthode. C'est l'idée selon laquelle nous sommes des êtres avec un fonctionnement plutôt systémique, avec différentes parties de nous. Et habituellement, ce qui se passe dans nos sociétés, c'est qu'on a tendance à bloquer nos émotions, bloquer nos affects, bloquer nos pensées et se conformer à des dogmes et des idées. L'écologie intérieure, c'est l'idée de tendre vers un fonctionnement optimal de l'être humain, un peu comme l'écologie est devenue une science qui s'est mise à étudier les écosystèmes pour en prendre soin, pour pouvoir les respecter, en comprenant que l'ensemble fonctionne parce que toutes les parties sont respectées. Et bien, dans le psychisme humain, c'est la même chose. On a besoin de respecter l'ensemble de nos fonctions humaines et les traditions, les habitudes ont fait qu'on a appris souvent à contrôler, à refouler. Par exemple, dans certaines religions, il y a des interdits sexuels ou il y a des interdits de penser, de dire, de faire, etc. Mais l'idée de l'écologie intérieure, c'est de rassembler des connaissances pour pouvoir tendre vers un système intérieur qui soit respectueux de la vie en soi et du coup aussi à l'extérieur. Donc c'est à la fois un travail, c'est pas un travail, mais une transformation intérieure qui vise à trouver ça, parce que souvent on le connaît quand on est enfant, les enfants vivent ça, et le passage par l'école les coupe
de leur ressenti profond, de leur empathie. Donc, les stages sont une occasion de rencontrer ces différents éléments-là, de blocage, mais aussi de comprendre comment on peut les laisser revivre en quelque sorte, ou vivre quand on n'a pas connu ce que c'était que de respecter son écosystème intérieur. Je te laisse Alors compléter si tu oui, veux. bah, justement, tu parles de respecter son écosystème intérieur. Peut-être que ça vaut le coup de préciser, quels sont les systèmes, et les fonctions, qui sont auxquelles on porte souvent atteinte, notamment la fonction physique. Il y a aussi la fonction psychique, intellectuelle, émotionnelle, sexuelle, spirituelle. Et on ne va pas rentrer nécessairement dans le détail, mais pour donner un ou deux exemples dans chacune de ces fonctions. Par exemple, prenons la fonction physique. On voit que dans l'histoire de l'humanité, on porte régulièrement atteinte à notre physique, notamment par exemple, je pense aux excisions. Après sur le plan émotionnel, bah, c'est la grande partie qui nous intéresse, quand même. C'est notamment le fait que, voilà, si on est un homme ou une femme, on va pas être autorisé, à exprimer certaines émotions. Les hommes, c'est très difficile d'accepter qu'ils pleurent, par exemple, la tristesse. Les femmes, on n'aime pas trop qu'elles soient en colère, et donc on va, assez rapidement, dès le plus jeune âge, bloquer, les émotions, des enfants. Après sur le plan, spirituel, hem, pendant tout le temps où on a eu les religions, qui étaient, au pouvoir, on pouvait, exprimer notre spiritualité, mais uniquement si elle rentrait dans le cadre de du dogme établi, mais on ne pouvait pas exprimer, de spiritualité autre, sinon on pouvait finir sur le bûcher. Et après, sur le plan, intellectuel, hem aujourd'hui, on voit bien que, ce qui domine maintenant, c'est un monde, technocratique, libéral, assez froid, et où il est difficile quand même de remettre en question, le les postulats ou les principes, de base. Et dès lors qu'on questionne ou critique, on peut vite être, taxé de complotiste, ou autre, alors qu'on veut, par exemple, simplement, aborder, les choses de manière justement scientifique, c'est-à-dire, avec une démarche scientifique. Et souvent le fait qu'il y ait des blocages comme ça, d'une pensée dominante, ça peut, poser problème, au niveau du débat et donc de l'intellect, voilà. Donc je ne sais pas si tu veux compléter cette partie-là, Non, non, Jean-Louis? je pense que c'est très bien. On peut peut-être passer au contenu de comment se déroulent les Oui, formations, alors, ce que ça apporte. ouais, peut-être juste, un mot sur, cette voie de l'écologie intérieure. L'idée, ça va pas être d'être dans le déni de, d'une fonction, ni, de l'exprimer, et qu'elle soit prépondérante, hein. Tout à l'heure, j'ai cité plusieurs fonctions. J'ai oublié notamment, par exemple, la sexualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sexualité, par exemple, elle est, complètement démesurée à travers toute la pornographie, et cetera. Et donc l'idée, ce n'est pas de brimer, par exemple, la sexualité, comme on a pu le voir dans certaines religions, ni même, qu'elle soit heu, complètement démesurée, mais de trouver en fait la juste voie. Et l'écologie intérieure propose ça, en fait, de ni être dans le déni, ni être, dans la démesure, mais d'expérimenter toutes ces fonctions sans sans leur porter atteinte. Voilà. Ouais. Comme Hem, dans tout écosystème, hein, ça vise à respecter l'ensemble des fonctions de chacune des parties. Ça, c'est l'idée de base. Donc moi, je le redis encore, c'est absolument pas une seule méthode, c'est un assemblage de connaissances qui permet de tendre vers le respect de ces fonctions naturelles que tu viens d'évoquer. mmh, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que, quand on parle d'écologie intérieure ou d'autonomie intérieure ou d'autonomie psychique, on se rend compte que, il y a des éléments, de base comme comprendre en fait, le fonctionnement, psychique, de nos émotions et aller les guérir. Mais, on se rend compte aussi que plus on guérit ces émotions et plus, on va accéder à de l'intuition. On comprend aussi beaucoup mieux, quel va être, notre rapport à l'autre, et nos relations. Donc ça, c'est au niveau communication. Et
on on comprend aussi, beaucoup plus, ce qui nous anime et ce qu'on a envie de faire et d'être et on comprend aussi beaucoup plus les événements. Le on comprend, on est capable d'analyser, de comprendre les situations, pourquoi finalement on vit ces éléments-là, pourquoi on les crée inconsciemment et cetera et ça on le détaillera tout à l'heure et on a accès, je dirais à, ouais, finalement à soi et à un être, potentiellement éveillé parce que finalement l'éveil, qu'est-ce que c'est que finalement être uniquement juste, notre propre, l'éveil finalement, est-ce que ça serait pas juste notre propre nature, intérieure? Donc l'écologie intérieure, ça peut brasser énormément d'aspects, que ce soit l'intuition, la communication, les émotions, la méditation naturelle et cetera qu'on va développer et peut-être qu'on peut commencer justement par la base qui est, les émotions. Est-ce que tu veux expliquer ce que sont les émotions, Jean-Guillaume? Si tu veux. Le la base, la base, en fait, de la question émotionnelle, c'est la base d'un processus naturel d'auto-guérison. C'est-à-dire que l'être humain est pourvu, dès sa naissance, d'une capacité à s'auto-adapter à son environnement. La culture nous a appris à refouler, à contrôler les émotions, pour qu'on puisse vivre collectivement. Or, ce faisant, on n'apprend pas à laisser un processus naturel, se faire, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement, quand on a une émotion, de la laisser passer. Je vais reprendre l'image des enfants. Les enfants, quand ils ont une forte émotion, ce qu'ils attendent simplement, s'ils tombent et qu'ils pleurent, c'est qu'on les prenne dans les bras et qu'on leur donne de la sécurité. C'est tout. Et nous, on apprend, en leur disant, on entend des parents qui disent: «Tais-toi», enfin certains parents: «Arrête de pleurer», ou un garçon, ça pleure pas, ou une fille, c'est une princesse qui se met pas en colère. Donc on apprend tous ces codes-là, et résultat, le processus naturel, spontané de l'être humain d'auto-guérison qui est de se laisser traverser par le flux de l'information qu'est une émotion, qu'est une Mmh. sensation corporelle, il est coupé. Donc la première base, c'est d'apprendre à laisser ce flux d'informations traverser le corps, traverser l'être, pour pouvoir retrouver une homéostasie, un équilibre. Et c'est ce qu'on propose dès le début du stage, passer d'une simplicité enfantine. Et on se rend compte qu'on sait tous le faire et qu'on l'a oublié puisque c'est un processus d'auto-guérison spontané, naturel, heu, mais que l'humanité, a besoin de redécouvrir pour pouvoir retrouver son intégrité. Parce qu'une fois qu'on transforme une émotion dite, heu, négative, enfin que les gens appellent négative, qui sont en fait des perturbations, elle se transforme en quelque chose d'agréable. Alors, la peur devient de la sagesse, la colère devient de la puissance et la tristesse de la joie. Ce sont 3 émotions de base et pour chacune d'elles ou quand il y a des assemblages, on observe ce processus spontané, qui a lieu. Moi, quand j'accompagne en séance individuelle, j'observe ces processus. C'est-à-dire que la thérapie ou l'accompagnement permet à ces processus d'avoir lieu. Comme si le cadre thérapeutique, le fait d'être écouté, permettait l'émergence du blocage et spontanément la personne va respirer et cetera, va se laisser traverser. On apprend aussi à le faire et à voir quelles peuvent être les difficultés qui peut être pour certains, par exemple, de contrôler, de tout bloquer, parce qu'on a tellement appris qu'on reste dans le blocage et pour d'autres, ça va être de se laisser envahir et de perdre la conscience d'être juste avec une information. Plus l'intensité dans le passé de l'émotion a été forte, plus ça peut être intense à vivre et passionnant à vivre et guérissant. Donc tout dépend de ce que l'émotion réveille, parce que l'émotion au présent n'est que le reflet d'une émotion dans le passé. Oui, peut-être qu'on pourrait compléter sur le fait que, l'émotion, même si on décide de la bloquer ou de la refouler, en fait, elle est agissante et elle agit dans notre inconscient. Émotion étymologiquement, ça veut dire ex movere, faire sortir, exprimer. Donc on peut assez facilement imaginer par exemple, un cours d'eau et puis, on imagine que l'eau c'est l'émotion et puis on décide de bloquer, en faisant barrage. Voilà, en fait l'eau elle continue d'arriver et de circuler et donc en fait à un moment donné, il va y avoir trop beaucoup d'eau et puis le barrage va va casser et il va y avoir, énormément d'émotions et ça va déborder. En fait, je pense que c'est une erreur de penser que parce qu'on bloque, tout va bien. En fait, l'émotion, soit elle va s'exprimer avec, beaucoup de violence après, soit elle agit intérieurement. C'est ce qu'on Et observe, je te coupe, mais dans vas-y, vas-y. les maladies sont des Merci. émotions qui ont été bloquées, comme tu le décris avec ce Mmh. barrage et c'est ce qui génère des maladies de toute nature, Mmh. et de toutes sortes. Et peut-être aussi un élément qui est important à comprendre, c'est que finalement l'émotion douloureuse,
elle n'est autre que de l'amour, blessé. C'est parce qu'à tort ou à raison, à un moment donné, un enfant s'est senti, maltraité, trahi, abandonné par ses parents et que la situation s'est répétée, qu'elle a pu, s'ancrer, et devenir, un trauma et il est illusoire de penser que nos émotions, aujourd'hui, dans le présent, sont des problématiques, liées à une situation actuelle. En fait, elle n'est qu'une réaction réflexe d'un vécu, d'une situation du passé. La bonne nouvelle, c'est que ce processus, il est réversible. C'est-à-dire que l'émotion, en fait, naturellement, physiologiquement, on a la possibilité de l'exprimer, de la transformer. C'est ce que, Yann Thibault, qui est auteur, de plusieurs livres sur l'écologie intérieure, appelle l'alchimie émotionnelle. L'alchimie émotionnelle, c'est justement, cette idée de transformer, par exemple, le plomb en or, comme tu disais tout à l'heure, la peur en sagesse, la colère, en puissance et la tristesse, en joie. Mmh. Et donc ce processus, il est réversible et ce qui est intéressant, c'est d'aller du côté des Américains, notamment des éthologues avec Peter Levine qui a mis des choses en pratique, ou qui a révélé, à travers l'étude, du fonctionnement, animalier, notamment, sur, par exemple, on peut prendre l'exemple des gazelles, hein, qui se font courser par, un lion, par exemple, et qui en réchappent. Elles vont prendre, quelques minutes ensuite pour pouvoir, trembler, évacuer, en fait, transformer cette émotion pour ensuite pouvoir, retourner, boire, au lac, là où la même elle s'était faite, courser et attaquer. Et donc ce processus, physiologique, il est aussi, présent chez les humains. On le constate notamment chez les enfants, chez les tout petits. Vous avez pu voir que parfois, après une crise, beaucoup de pleurs, en fait, un enfant peut, à un moment donné avoir, bon, une fréquence respiratoire, qui augmente et puis à un moment donné, il va faire un soupir et l'alchimie émotionnelle, quand on s'intéresse justement à tous les mécanismes, physiques, à tous les comportements physiques qui associent, on constate souvent ça, un une augmentation de la fréquence cardiaque et respiratoire et puis à un moment donné, il y a un soupir et on voit que l'émotion, est transmutée. Alors peut-être que tu veux préciser un petit peu, ce mécanisme, Jean-Guillaume? Non, non, je pense que tu es très clair. C'est juste que je regarde le temps qu'on a et si on va trop dans les détails, Tout à fait. on rentre déjà dans le Donc stage, ce qu'on vous dans fera, la formation. dans la formation, c'est on vous fera expérimenter en fait, ce processus physiologique qui est différent pour chacun. C'est-à-dire que, ma façon de transmuter une émotion est différente de celle de Jean-Guillaume et les miennes sont aussi différentes selon, le type d'émotion que je transmute et ce qui est assez, intéressant dans ce processus, c'est qu'à partir du moment où on accepte de rentrer dans l'émotion, de la laisser s'exprimer, on voit qu'en fait, on était, vraiment perturbé par une émotion et quand le processus physiologique s'opère, dans la seconde qu'il opère, on devient tout autre et on n'est plus, du tout perturbé par cette problématique émotionnelle, voilà. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que et ça me permet de faire la transition avec l'intuition, c'est qu'à partir du moment où on a libéré ou transformé ces émotions-là, on est beaucoup plus, clair, lucide intellectuellement et c'est généralement dans ces moments-là qu'on a accès à pas des révélations, mais savoir, c'est beaucoup plus clair sur ce qu'on a envie de faire, voilà, des je sais pas si tu veux préciser, Non, cette c'est très partie-là? bien. Je pensais Mmh. passer peut-être à la suite des connaissances qu'on Mmh. propose. Hein. Donc tu veux détailler l'intuition? Bah, je Ou l'aurais tu veux pas qu'on mis à passe ce après? moment OK. moi, je pensais qu'on allait plutôt parler du scénario de guérison, mais Ah oui, c'est vrai. Vas-y, vas-y. je pensais que les outils thérapeutiques avaient une certaine Mmh. logique. Donc l'autre processus naturel qu'on utilise, c'est ce que les enfants font aussi. C'est-à-dire que quand ils ont une souffrance, eux, leur capacité à inventer, imaginer est intacte. Donc ils se Mmh. laissent inventer des solutions et ces solutions leur permettent de s'auto-guérir avec ce qu'on nous, on va appeler l'imaginaire. Et cette technique du scénario de guérison se retrouve dans de nombreuses formes de thérapie, comme l'hypnose par exemple, qui va Mmh. recourir à cet endroit-là où on va changer ce qui paraît être un traumatisme, une souffrance, en autre chose. On va aller chercher des ressources. Alors évidemment, pour la partie consciente, résonante, ça paraît complètement absurde de créer des scénarios qui répondent à des situations du passé de manière idéale. Mais pour
l'inconscient, c'est comme si c'était réel, parce que l'inconscient ne fait pas la différence avec ce qu'on imagine, c'est ce que vivent les enfants, Mmh. et ce qu'on se donne à penser. Voilà, donc c'est une ressource extrêmement puissante qui peut être utilisée, en autonomie et qui est expérimentée là, de manière pratique et concrète et qui permet d'aller en quelques minutes ou un peu plus, mais de manière assez rapide finalement, transformer des situations du passé et libérer des tensions émotionnelles ou des affects ou des manques d'une manière assez simple qui permet à chacun de se réapproprier l'entièreté de son être. Je te laisse, compléter. Oui, moi, c'est j'aime vraiment beaucoup, le scénario de guérison, pour 2 raisons. Alors, la première, c'est que, voilà, quand quelqu'un n'arrive pas nécessairement à aller sur les processus physiologiques qu'on vient de nommer, l'alchimie émotionnelle, parfois on peut utiliser, ce scénario justement pour pouvoir, transformer, des émotions. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cet exercice, c'est le fait qu'on peut avoir accès à la situation, source, traumatique, à travers le scénario, et c'est ça que je trouve intéressant finalement. C'est-à-dire que, on a la capacité en fait de, d'avoir accès à des événements qui se sont passés, il y a très, très longtemps, dans notre, plus petite enfance, et on a eu même le cas de personnes qui ont retrouvé des situations, au moment par exemple du passage, de leur naissance, hein, au niveau, utérin, du bassin de la maman, ou même, in utero. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant en fait finalement d'avoir, cet outil qui permet d'accéder à, à des traumas, des situations, depuis tout petit, que notre conscience n'a pas accès. Donc c'est vrai que moi c'est un outil que j'utilise, beaucoup parce que je le trouve vraiment intéressant, autant sur le plan, thérapeutique que sur le plan intellectuel. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir accès, à ces informations-là qu'on n'aurait pas accès, enfin pas naturellement, justement consciemment. Voilà, et après il y a le théâtre de guérison qui est un peu, l'expression théâtrale, je dirais, du scénario de guérison. En fait, à partir du scénario de guérison et du scénario imaginaire qu'on aurait aimé vivre dans la situation, du passé, ben, on va la jouer, et ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a une personne qui décide, voilà, d'aller, enfin de revenir sur une situation du passé, cette personne va choisir, parmi les autres, stagiaires, quelqu'un qui lui rappelle, tel parent ou tel frère ou telle sœur, et ce qui est assez intéressant, c'est que même si c'est pas les autres qui sont acteurs principaux, en fait, malgré tout, ils accèdent, à des émotions, et c'est pas pour rien qu'ils sont choisis en tant que maman, papa ou frère ou sœur. Généralement, ça leur fait toujours écho à une situation, qu'ils ont vécue, et même pour ceux qui observent, finalement, ça leur renvoie aussi à des choses. Donc tout le monde, finalement, est acteur en quelque sorte, ou vit quelque chose, et peut aller guérir, des blessures à travers ce théâtre de guérison. C'est vraiment très chouette. Je sais que tu auras envie de dire des choses là-dessus. C'est quelque chose que tu apprécies aussi particulièrement. Oui, oui, tout à fait, je crois que tu l'as bien décrit et c'est là aussi, c'est l'activation de processus. Il suffit de regarder les enfants. Les enfants passent leur temps à jouer et ce qu'on appelle le jeu, c'est souvent des mises en scène. Je vois mes propres enfants, par exemple, quand ils rentrent de l'école, eh bien, ils vont rejouer les scènes de soumission, d'obéissance. Donc il y en a un qui devient, la maîtresse, puis qui oblige les autres à faire des choses, mais cette fois-ci, ils peuvent désobéir. Donc ils s'amusent à remettre en scène ce qu'ils vivent et ça leur fait le plus grand bien parce que du coup, ils peuvent transgresser ce qu'ils n'ont pas pu faire dans la journée pour leur propre sécurité. Donc là, le théâtre de guérison est un endroit étonnant qui peut être très léger, très profond et qui implique tout le monde. C'est vraiment une connaissance à nouveau naturelle, d'un processus naturel, hein, qui est riche et, heu, et puissant. C'est très inspiré pour moi par Jorodowski avec les actes psychomagiques. Et pas que, hein, le monde du théâtre a investi ou a rencontré, s'est marié avec le monde de la thérapie depuis longtemps. Il y a plein de formes de théâtre qui se sont mariées à la thérapie et c'est, là une belle rencontre que le stage vous permettra de faire. Il ne s'agit pas non plus et surtout pas, pas nécessairement d'être, homme ou femme de théâtre, au contraire. Il ne s'agit pas d'avoir des talents et des compétences, il s'agit d'être avec ce qu'on est et souvent quand les personnes participent, elles témoignent d'avoir été dans 2 endroits, à la fois dans le passé,
comme si elle revivait une scène, mais de manière extraordinairement soutenante, agréable, qui répare les manques affectifs, et à la fois consciente qu'elles étaient en train de jouer. Donc c'est comme si on était dédoublés à ce moment-là, les personnes témoignent de ça, d'être à 2 endroits à la fois et de vivre le processus de leur transformation de quelque chose de réparateur, tout en étant vraiment là, présente. Voilà. Il ne s'agit pas de forcer à faire quelque chose, c'est très souple, très fluide. Des fois, c'est très drôle, il y a des théâtres qui sont très, très rigolos. Ce n'est pas des moments de souffrance, c'est des moments de transformation. Ouais, moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que c'était un outil puissant. C'est vrai que, parmi tous les outils qu'on a, régulièrement, on a des stagiaires, qui vivent limite des états d'éveil ou d'expansion de conscience, lors de des théâtres de guérison, et c'est très chouette. Même les traits bougent, quoi. C'est plus le même regard, c'est plus on a presque l'impression que c'est plus la même personne, en fait, une fois qu'elle s'est libérée de quelque chose, d'important. Donc c'est vrai que c'est assez, intéressant, et puis parfois c'est un outil qui peut faire un peu peur, parce qu'on se dit: «Ah, un théâtre, jouer devant les gens, je vais pas y aller», et en fait c'est très sympa, quoi, c'est très bon enfant, des fois on n'ose pas y aller, donc le premier y va, puis quand on voit commencer, après on ose y aller, ou alors, on est choisi pour jouer, tel personnage, et non, c'est vraiment chouette. Je vous invite à ne pas hésiter à y participer, parce que ouais, ça en vaut le coup, je pense. Du coup, tu veux faire la transition avec l'intuition, même si j'en Tu avais veux? parlé un petit peu? Alors, en quelques mots sur l'intuition, parce que c'est un vaste sujet. Nous sommes des êtres doués d'une capacité intuitive, c'est-à-dire qu'on peut percevoir des choses au-delà de ce que la raison perçoit. Il y a plusieurs formes d'intuition qu'on développera, hein, les 3 formes d'intuition, je ne vais pas les détailler toutes, Mmh. mais c'est pas une intuition, uniquement liée à de l'expérience et du savoir, c'est vraiment une intuition qui est reliée à une source de savoir intérieur profond, qui nous donne accès à des connaissances, j'aurais envie de dire quasi illimitées. C'est l'inspiration des artistes, des poètes, des scientifiques. Alors cette intuition, elle est liée au contexte de vie de chacun, mais c'est vraiment l'accès à une ressource. C'est-à-dire que quand on est face à des obstacles, des difficultés, eh bien, on peut sentir qu'on pense, on réfléchit, qu'on raisonne, et qu'on ne raisonne pas uniquement avec une partie émotionnelle, mais avec une partie qui est inspirée. Et apprendre à faire la différence et sentir quand cette partie intuitive nous donne les réponses, nous donne de l'information, ben c'est pour moi un, un saut évolutif humain d'une grande richesse. Et la formation, on la propose un moyen de s'y relier. C'est évidemment une connexion, une reliance à l'être, et elle s'affine avec le temps parce qu'on décide de se relier à cette intuition. Mais si on ne sait pas qu'elle existe, et pour l'instant on est dans un monde très matérialiste, très technocratique, qui dénie cette fonction intuitive, qui ne veut pas la reconnaître, donc on baigne plutôt dans une ambiance qui coupe de cette capacité-là, même si c'est en train d'émerger à droite, à gauche, et qu'il y a des entreprises qui ont recours à des formations à l'intuition. Globalement, on l'a chacun en nous, et on a à en faire usage. Mais pour en faire usage, ça demande de savoir que c'est là et de voir quelles sont les modalités d'accès de chacun. Parce qu'évidemment, certes, beaucoup de gens témoignent de faire des rêves prémonitoires, des choses de cette nature-là, mais on peut aussi être proactif, et c'est ce qu'on va vous proposer là. Je te laisse approfondir ou compléter. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, je faisais le lien entre émotion et intuition, parce que souvent, en fait, on se rend compte que, ce qui bloque notre accès à l'intuition, c'est les émotions. Nos émotions, elles vont nous empêcher, soit d'y accéder, soit teinter, en fait, cette intuition, et dès lors qu'on transforme nos émotions, en fait, on a très rapidement accès à des pensées intuitives, claires, justes, et il faut aussi un peu désacraliser cette notion d'intuition. C'est-à-dire que l'intuition, c'est pas accéder demain, aux équations, de Newton, ou Archimède, et cetera, quoi. Mmh. Ça peut être, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je m'en sers en permanence pour savoir quel chemin je prends, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je dis, si je passe un coup de fil maintenant ou pas. Et d'ailleurs, je me rends compte que des fois, je me questionne intuitivement sur quoi faire, et puis ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire, et des fois je force, et je vais à l'encontre de ce que mon intuition me dit, et je peux être sûre que ça bloque, après, quoi.
Et puis des fois, j'ai vraiment envie d'envoyer un mail et puis je me dis: «C'est bon, je peux l'envoyer». Puis et je sais pas, ça me dit: «Non, attends», j'ai envie de l'envoyer. «Non, non, attends que telle personne t'envoie ce mail et il y aura des éléments de réponse avant pour». Et puis à ce moment-là, je reviens sur ma boîte mail et telle personne vient de m'envoyer à l'instant, un mail qui me sert pour, rédiger mon mail. Donc c'est vraiment intéressant. C'est intéressant dans le sens où ça sert vraiment, à du quotidien. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Après d'autres peuvent s'en servir pour des choses plus, créatives, écrire, et cetera, ou de l'art ou dans la vie professionnelle pour faire des grands choix, et c'est aussi, sur ça qu'on va vous accompagner. Mais voilà, c'est Ça je voulais permet, faire. ça permet aussi, de communiquer plus aisément puisqu'on est branché sur un autre niveau. Oui, oui. Hem Juste faire un petit mot aussi sur, le dimanche, on va travailler sur tout ce qui est, création un peu de réalité, d'un futur, viable. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans les événements qui nous arrivent, souvent il y a plusieurs parties de nous, consciemment, inconsciemment, supraconsciemment hem, qui interviennent dans la création de cette situation. Et pour pouvoir comprendre ces situations, notamment d'un point de vue inconscient, des fois on peut se poser la question: est-ce que dans le fond ça m'arrange pas finalement ce que j'ai vécu? Alors quand ce sont des situations heureuses, souvent on se pose pas la question, on peut se demander: «Pourquoi dans le fond j'ai vécu ça?» C'est parce que j'en avais envie. Mais quand ce sont des situations un peu malheureuses, ou pas très drôles, on peut quand même se poser la question, et souvent on se rend compte qu'il y avait, une peur ou quelque chose, un blocage, émotionnel quand même qui faisait hem, que c'est peut-être pas anodin pour la raison pour laquelle c'est arrivé. Et du coup, on va s'intéresser à ça, et puis on va s'intéresser aussi, plus d'un point de vue supraconscient. C'est finalement, toutes ces situations qui se répètent pour moi et que je ne comprends pas. Est-ce que finalement c'est pas ma partie un peu, de mon supraconscient qui fait que je vis tel événement pour essayer de comprendre, en fait, et que tant que j'aurai pas compris, je vais le revivre jusqu'à ce que je comprenne, et que ça me permette d'évoluer. Voilà, ce qu'on va vous proposer, c'est d'analyser éventuellement des événements qui vous sont arrivés, ou voire même d'essayer de travailler à partir d'un futur, c'est-à-dire de vous projeter dans un futur, hem, enviable, et de regarder en fait, qu'est-ce qui fait que ce futur ne se réalise pas? Quelles sont les émotions, quels sont les blocages émotionnels qui font que vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous avez envie de réaliser? Voilà. Tu veux compléter cette partie-là? Non, je pense que tu as été assez clair. Peut-être une précision, ça serait de définir ce que c'est que supraconscient. C'est-à-dire que c'est une vision dans laquelle, l'être humain n'est pas uniquement, le fruit de sa raison. Il est un être en chemin, au-delà simplement de cette expérience terrestre, et que dans son expérience, quelque chose de plus grand que lui, ou une autre partie de lui, qui est lui en réalité, cherche à faire l'expérience ou fait l'expérience terrestre, et que dans cette partie-là, il y a une sorte de petit moi qui limite parce qu'elle porte des blessures inconscientes, et que ces blessures inconscientes sont sans cesse en train de se répéter de génération en génération, comme pour être enfin guéri, enfin transformé. Et là, c'est une opportunité de cesser les cycles de répétition et de passer à quelque chose où l'inspiration de ce supraconscient, de cette partie bien au-delà de l'être humain, puisse enfin faire une expérience riche et puissante. Voilà, Mmh. j'ajoute Bah, ça, parce que ça oui, éclaire oui, tu as un peu raison. ton propos. Ouais, ça me fait penser aussi qu'on va pas nécessairement le détailler là, mais c'est vrai que j'imagine que les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, peuvent se dire: «Oui, mais alors, les événements, collectifs, qu'est-ce que ça veut dire?» Et cetera. Et donc c'est vrai que Les ça événements peut. dramatiques, tu veux dire, Oui, hein? oui, et Ouais. collectif. C'est-à-dire que, voilà, quand je suis, seule à vivre une situation problématique, je peux comprendre que peut-être qu'une partie de moi a créé ça inconsciemment. Mais c'est vrai que quand on est plusieurs, et parfois même beaucoup, on peut se dire: «Mais ça marche pas». Mais on verra que si, ça marche, et on vous expliquera ça pourquoi. Et peut-être qu'on peut je vois que l'heure tourne, peut-être qu'on parle rapidement de la méditation naturelle, et puis après on propose Oui, les questions?
se présente la méditation naturelle, Ouais, si tu veux. alors les méditations, aujourd'hui, la méditation et les méditations existent, elles sont nombreuses. Il y a plus de 20 ans, moi, quand je découvrais les formes de méditation, il y en avait des variées déjà, mais aujourd'hui, celle qui est devenue dominante, c'est la méditation dite de pleine conscience, où on a l'habitude, on voit les gens, les méditants, pour trouver la posture zen, le zen est une branche du bouddhisme japonais, reste assis, le dos droit, et semble faire le silence intérieur et avoir une respiration contrôlée. Ça, c'est une forme de méditation. La méditation naturelle, qui est un terme qu'on emprunte et qu'on doit à Yann Thibault, est une méditation qui vise à laisser s'activer tous les processus naturels. Donc, il n'y a pas de position, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'attente. Il y a une forme qui va émerger du temps qu'on se donne, et on va l'appeler ce temps-là méditation naturelle, parce qu'on va respecter toutes les fonctions qui viennent. Si on a besoin de bouger, on bouge. Si on a envie d'être assis, on est assis. Si des émotions montent, on les laisse se transmuter. Si on pense, on pense. On vérifie simplement la nature et la qualité de la pensée. Si je pense et que je rumine 10 fois la même pensée, ça veut dire que plus bas, à l'intérieur, j'ai une émotion qui est bloquée. Donc, comme on a déjà une certaine autonomie, au lieu de ruminer sa pensée et de vouloir faire le vide, on va accepter de sentir l'émotion et de la laisser se transformer. Ça va rejoindre ce que Osho disait, Rajneesh Osho, qui était je ne sais pas comment le qualifier, un inspirateur indien. Lui, il avait des méditations dynamiques, donc il invitait les Occidentaux surtout à bouger, à se secouer, à danser, à lâcher leur tension, parce que vous, les Occidentaux, vous pensez beaucoup avec votre intellect, et vous avez besoin d'une paix intérieure. Donc il amenait, lui, la paix, la forme de transmutation émotionnelle par le mouvement. Et là, dans cette méditation naturelle, c'est une forme de sieste initiatique dans laquelle on va trouver les formes qui nous correspondent au moment même où on est en train de la faire. Donc parfois, ça va être des mouvements spontanés qui vont venir dans le corps, parfois c'est des respirations, parfois c'est simplement le corps qui s'endort parce qu'il a besoin de récupérer. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une grande sagesse dans la méditation naturelle et qu'elle est à la fois simple et complexe, donc on pourrait parler de simplexité, parce que c'est évident à faire, et c'est tellement nourrissant que c'est une pratique qu'on vous encourage et qu'on vous invite ensuite à vivre, parce qu'elle permet de résoudre énormément de blocages, de problèmes, et qu'elle est peut-être le chaînon manquant pour notre société qui part dans des méditations qui souvent ne correspondent pas aux besoins des personnes. La méditation de pleine conscience, elle est intéressante, elle a été observée, analysée, elle est très intéressante dans l'observation de soi-même, mais quand les gens ont déjà beaucoup, beaucoup de tension, eh bien, ce n'est pas forcément le chemin le plus rapide pour pouvoir les dénouer. Je ne dis pas que ce n'est pas le chemin, hein, c'est juste que ce n'est pas la forme la plus adaptée, et c'est dommage de se priver de plein de formes possibles d'auto-accompagnement. Et donc là, on vous propose une modalité assez complète qui demande simplement de s'accorder le temps de le faire. Je te laisse compléter. Oui, juste pour terminer sur ça, simplement dire que c'est vrai qu'on propose, la méditation naturelle généralement en fin de stage, parce que le fait d'avoir, vécu et expérimenté l'alchimie émotionnelle, l'accès à l'intuition et cetera, nous permet de mieux comprendre, ce qu'on vit et ressent, physiquement ou psychiquement, et donc c'est beaucoup plus simple finalement, et c'est pour ça que tu parlais de simplicité. C'est simple, du coup, de vivre une méditation naturelle, et c'est complexe parce qu'en fait, il peut y avoir, énormément de choses qui se passent, et puis ça peut donner, accès à tout un tas de choses. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre, quelques minutes si David, tu as des questions? Alors David, je te laisse remettre ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend. Alors moi, enfin, c'était très intéressant. Après, c'est toujours, quand on n'est pas initié comme ça, pas évident de voir de quoi il s'agit. Mais j'avais quelques questions. Alors la première question, c'était si en gros, enfin, une des choses que vous proposez durant le stage, c'est d'essayer de mettre le doigt sur tous les dogmes sur lesquels on s'est construit. Déjà de prendre conscience de ça, puisque durant l'enfance, vous parliez de l'école notamment, mais il y en a eu d'autres, enfin, l'attitude des parents, enfin, de tout l'environnement, qui fait qu'on se construit sur notre environnement, justement,
et de prendre conscience que on s'est construit sur ça et que, alors je ne sais pas de quelle manière on peut le remettre en cause sans se déconstruire, entre guillemets, ou se retrouver. Enfin voilà, bon, c'était une des premières questions. Une des premières questions, c'est de savoir voilà, si c'est ça que vous proposez. La deuxième chose, c'était, vous parliez de cercle de théâtre. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler des forums de ZEC, je crois, ou savoir si ça s'apparentait en ça. Voilà, j'ai entendu juste, alors je ne sais pas si c'est exactement ce nom-là. Je voulais ensuite avoir votre avis sur le fait que est-ce que tout le monde a besoin d'écologie intérieure, ou peut-être que certains d'entre nous ont réussi à trouver ce cheminement d'eux-mêmes, ou est-ce que vous pensez que tout le monde, entre guillemets, est malade, entre guillemets, et qui a besoin d'être initié à cette écologie intérieure? Alors, j'ai beaucoup de questions qui me venaient comme ça. Et ensuite, voilà, il y avait un point qui m'intéressait aussi. Manu, tu as parlé de toi, de ton cas à un moment donné, au niveau de l'intuition. Et je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui a changé l'écologie intérieure chez vous? Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant. Au niveau des formateurs, c'est qu'ils apportent un savoir, ou ils transmettent en tout cas un savoir. Et j'aurais voulu savoir, justement, si vous avez pu l'appliquer. On entend des fois des formateurs, justement, qui font le recul sur eux-mêmes de choses qui n'ont pas complètement pu appliquer. Alors, ils transmettent quelque chose, mais je veux savoir, vous, quel a été l'impact sur votre vie? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous êtes reconnecté à vos émotions? Enfin, voilà. Tu as noté Alors, les je sais pas, j'espère questions, que... Ouais, Emmanuel? Ouais. j'ai compris. Et tu en avais une autre encore, David, c'est ça? Non, alors je sais pas si en fond, du coup, j'espère que je pollue pas la vidéo, vous entendez des cris d'émotion d'enfants qui jaillissent, mais voilà. Tout va bien? Je m'en excuse. C'est des Oui, ça enfants, va, c'est des oui, enfants c'est qui les enfants. jouent ou qui sont torturés? Non, qui laissent jaillir leurs émotions. Ah, tout va bien. Ok. Voilà. Et Vas-y. alors après, alors si j'en ai une, j'ai entendu parler aussi, alors j'en ai beaucoup, de la spirale dynamique. Je sais pas si j'avez fait une formation sur ça, où justement, alors je me souviens, c'est assez vague, mais de la couleur rouge au départ, où quand on est enfant, justement, on se construit comme ça en laissant parler nos émotions, en pensant un peu, enfin, à soi peut-être de manière un peu plus égoïste, mais en nourrissant son soi intérieur. Et qu'ensuite, dans différentes étapes de la spirale dynamique, on passe à d'autres étapes pour apprendre à utiliser des règles. Alors je crois que c'était le niveau bleu, et puis ensuite à penser à autrui. Et je voulais savoir si vous, ce que vous proposez, c'est de revenir à cette couleur rouge afin de laisser s'exprimer, ou bon, c'est assez vague ce que je dis, mais c'est ou comment, enfin voilà, je voulais savoir si ça vous faisait écho, cette spirale dynamique. Et voilà, bon, j'en reste là puisque j'ai, voilà, c'est tout ce qui m'était passé par la tête. Super, merci pour toutes tes questions. On commence par laquelle? La dernière? Ouais, vas-y, prends la dernière. Je crois c'est pas tant qu'il s'agit d'exprimer, tu vois, c'est pas l'objet, c'est un processus physiologique qui est en jeu dans l'alchimie émotionnelle. On confond souvent l'idée qu'il faut crier, défouler. Il y a des gens en Mmh. thérapie, moi je vais les inviter à faire ça parce qu'ils ont toujours contenu leur souffrance, donc ils ont besoin au moins une fois dans leur vie de laisser jaillir leur souffrance. Mais l'alchimie émotionnelle est un processus intérieur. Donc il ne s'agit pas d'exprimer violemment à l'extérieur, il s'agit de transformer à l'intérieur quelque chose qui est contenu. Et c'est un processus complètement, qui parfois peut être spectaculaire, parfois pas du tout. Voilà, ça c'est pour l'aspect, tu vois, c'est parce qu'il a été bloqué dans l'enfance qu'on le reprend. L'autre aspect, c'est que ce sont des processus qui visent à guérir des parties blessées qu'on appelle l'inconscient. Et c'est peut-être la différence avec beaucoup d'autres pratiques, c'est qu'on travaille avec cette histoire-là de l'inconscient. On ne fait pas comme s'il n'existait pas, et on ose aller voir ce qui remonte du passé. On pose la question, quand j'ai cette émotion, qu'est-ce que ça me rappelle? Je ne suis pas le fruit de rien, je suis le fruit d'une histoire, et cette histoire se rejoue en permanence dans mon présent, et j'accepte de la regarder, j'accepte de faire ce travail intérieur, ce travail, cette transformation, ce processus-là. Et c'est ce qui fait qu'on est en permanence
au présent en train d'aller regarder ce que le passé rejoue pour dénouer les blocages du futur. Et je ne sais pas par rapport à la spirale dynamique comment ça se joue, mais dans la plupart des outils que j'ai vus d'accompagnement des groupes ou de développement personnel, souvent la dimension inconsciente du passé est évacuée parce que c'est comme une boîte qu'on veut pas aller, à laquelle on ne veut pas aller toucher. Moi, comme c'est mon activité au quotidien, je n'ai pas de crainte à y aller et je vois à quel point c'est nourrissant et libérateur. C'est pas de la psychanalyse dans laquelle on passe sa vie à répéter mon papa, ma maman, ou ce que tu veux. Enfin, tu vois, je caricature. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit vraiment de laisser remonter ce qui est, de le guérir et de continuer. Et on le fait autant de fois qu'il y a besoin. C'est de bien comprendre que pour moi, hein, tout le monde n'est pas malade, mais une grande partie de l'humanité l'est quand même, parce que les conditionnements actuels rendent les humains vraiment à côté de la plaque. Je ne veux pas être pessimiste ni caricatural, mais je pense que vraiment une grande partie de l'humanité porte les traumas de ses ancêtres, porte les traumas de l'enfance, des coupures à la naissance, et donc on est une société qui, pour moi, est vraiment en grande souffrance. Donc c'est le minimum qu'on puisse faire d'aller voir un peu les quelques blocages que les gens pourraient, ou les personnes sont prêtes à sentir. Voilà, je ne sais pas si je réponds à à la question la dernière. Emmanuel, si tu veux, Non, moi, du coup, je vais enchaîner avec la question 4 qui était, ce que nous a apporté. qu'est-ce que ça nous a apporté? Et je trouve ça intéressant, du coup, cette question. Mais est-ce que d'abord, j'ai répondu à la question, David, sur la spirale dynamique? Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, merci. Ouais. Oui, moi, pour moi, ça a complètement changé, je dirais mon quotidien et puis, surtout ma compréhension de ma relation aux autres et la compréhension de mon fonctionnement psychique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait d'avoir fait l'expérience de transmuter des émotions, transformer les émotions, j'ai conscience du moment où je suis émotionnelle et du coup, je suis capable de transformer ça et donc de ne pas, rester, garder, une émotion, qui peut être douloureuse pour moi et pour les autres. Donc ça, c'est intéressant et puis, surtout moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est dans la relation aux autres, c'est tous les mécanismes de compréhension des transferts. C'est-à-dire que quand, je vis une problématique, émotionnelle, avec, quelqu'un, que ce soit, mon conjoint, mes enfants, des collègues, ou voilà, je comprends qu'en fait, je ne fais que rejouer en fait, des situations, traumatiques, de situations que j'ai vécues avec des personnages de mon passé et du coup, dès lors que je comprends ça, je ça change complètement ma relation aux autres et que ce soit mes enfants, mon conjoint ou autre. Par exemple, je sais pas, il y a une dizaine d'années, des fois, j'aurais pu faire la gueule à mon conjoint parce que, je sais pas moi, qui est rentré, à 3 heures du matin, genre ça enfin, enfin, il faudrait que je me replonge dans qu'est-ce qui me gênait à l'époque. Mais aujourd'hui, je sais que si jamais je me sens gênée par quelque chose, je sais que c'est ma problématique et c'est pas ce qu'il fait. Alors ça veut pas dire qu'après, on n'a pas besoin d'exprimer, d'échanger là-dessus, mais en tout cas, ça change complètement et même, sur, mes enfants, de comprendre, ce qu'ils sont, ce qu'ils font et qu'est-ce qui m'agace chez eux. Je comprends qu'en fait, je rejoue des agacements que j'ai pu avoir avec mes frères, par exemple. Du coup, le fait d'aller, guérir ça, j'ai une toute autre compréhension de leur fonctionnement et donc je peux beaucoup plus les accompagner alors que j'aurais pu finalement, potentiellement m'énerver sur eux, j'en sais rien. Donc c'est sûr que ça change complètement mon quotidien. Je suis beaucoup plus, cool, sereine et tranquille quoi, je dirais et après, sur le plan intuitif, j'en ai parlé. Mais c'est sûr que pour moi, ça a clairement changé mon quotidien. C'est vraiment du journalier, c'est pas du ponctuel. Et après ce qui est hyper intéressant aussi, c'est ma compréhension des événements, de pourquoi ça m'arrive et cetera. De comprendre pourquoi je vis ces situations et donc je vis plus de situations douloureuses quoi, même quand elles sont, «dramatiques» entre guillemets. J'essaie de les comprendre. Voilà, Jean-Guillaume, je sais pas si tu veux Mhm. t'exprimer sur cette partie-là? Ouais, David, tu voulais dire quelque chose peut-être? Ouais, juste pour rebondir, Manu, sur ce que tu disais, je voulais savoir, Mmh. bon, si le fait, effectivement d'avoir conscience, enfin de cette, transmutation, désolé, hem,
du coup, je voulais savoir si d'avoir conscience de ça, est-ce que quand tu es, par exemple, tu es très fatigué, et est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment intégré et qui est devenu naturel, cette transformation d'une émotion négative ou douloureuse, ok, par exemple, tu vois, le naturel sur lequel tu t'es construit, qui était présent avant ça, qui, qui redevient dominant. Mais en Tu fait, vois, est-ce que c'est quelque chose, souvent quand je suis fatiguée, je pense, voilà, ouais. ouais. Et je me rends compte que c'est émotionnel aussi. Tu vois, souvent, tu vois, quand j'ai des gros coups de fatigue, je me rends compte que j'ai j'ai des gros coups derrière, il y a des émotions de tristesse très lourdes, tu vois. Et d'ailleurs, le fait d'aller les transmuter, après, je suis plus fatiguée. Enfin, je suis moins fatiguée en tout cas. Donc, quand je suis vraiment très fatiguée et que ça devient compliqué, il y a des raisons pour lesquelles je suis fatiguée, parce que je dors peu. Mais je me rends compte que derrière cette fatigue, il y a aussi des émotions. Et donc je sais que quand je suis fatiguée, ben je vais aller voir à un moment donné, s'il y a pas des émotions à libérer. Et puis, ça peut m'arriver aussi, du coup d'avoir des propos, qui sont pas appropriés, quoi, vis-à-vis de mon fils quand je suis fatiguée, par exemple. Et mais j'ai conscience, en fait. C'est-à-dire que je crois qu'il ne m'arrive plus de moments où, quand je vais dire des choses, j'ai pas conscience de pourquoi je les dis. Même si je les dis et que j'ai conscience que je suis émotionnelle, j'arrive de suite derrière, après, à déconstruire et à aller voir ce qui me pose problème. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant sur, la compréhension de son fonctionnement psychique. Vraiment ça, ouais, je trouve que c'est intéressant. Jean-Guillaume? Mhm. Moi, si tu veux, la question est un peu délicate parce que l'écologie intérieure, c'est un nom qui rassemble un ensemble de techniques. Et moi, il arrive dans ma vie où j'en ai déjà expérimenté de nombreuses, si tu veux. Donc, c'est un continuum. C'est pas tout d'un coup, je découvre des choses. Ces choses-là, je les connaissais. Et simplement, l'assemblage devient plus clair, plus évident et beaucoup plus facile à intégrer de manière autonome. Donc, c'est pour moi l'idée de respecter ces processus naturels est une évidence au quotidien. D'abord parce que j'accompagne des gens et je les vois vivre ces processus toute la journée, c'est ce que je vis. Et après, dans ma sphère plus intime avec mes enfants ou avec mes proches, c'est en permanence. Voilà, c'est régulièrement. Ah, David nous a quittés, je ne sais pas s'il peut Non, encore. non, je pense qu'il est là, c'est juste qu'il a enlevé Avec les enfants, sa ouais. vidéo. Voilà, donc moi, si je réponds à la question, c'est une façon de vivre. C'est pas tant qu'il y a des méthodes ou des outils, c'est des processus naturels qui sont inévitables. Si je me lève le matin et que je me sens émotionnellement pas bien, bah, je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se réactive, et je vais être avec cette sensation et je vais pas la laisser s'installer trop longtemps parce que c'est inutile. Donc, c'est-à-dire que la qualité d'être que j'ai doit être, pour moi, dans la joie, la tendresse, l'amour envers moi-même, envers les autres. Si je sens que je suis énervé par quelque chose, ben, c'est OK d'être énervé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça réactive? Et comment je peux, c'est ce que je me donne comme tâche au quotidien, rester dans un endroit de mon être pensant, dans mon cœur, dans mon corps. Et ce réalignement se fait au fur et à mesure des journées en fonction de ce qui se passe, des événements, des perturbations, et pas de manière euh, comment dire, chaotique. C'est un continuum. Euh, L'intuition, c'était quelque chose qui, par exemple, pour moi, était déjà évident avant de rencontrer ce mot d'écologie intérieure et de proposer ce type de formation. Simplement, euh, c'est beaucoup plus, à force de l'utiliser, c'est plus fluide. Et encore, je mesure la marge de progrès qui me reste à faire quand je connais des êtres très, très intuitifs, des médiums ou des gens qui vont beaucoup plus loin. Simplement, ce n'est pas un enjeu de devoir ressembler à eux, c'est juste, bah, est-ce que j'ai besoin d'informations? Comment je peux faire? Et moi, j'ai des façons de faire, par exemple, pour l'intuition, c'est plus par l'écrit. Ça marche bien. Mais quand j'ai besoin de choisir des choses, je peux me brancher à l'intuition, et questionner. C'est un autre rapport à soi qui, pour moi, est établi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Quand il y a des marches arrière, c'est tellement pénible et tellement douloureux que c'est mon corps qui me dit tout de suite que ça ne va pas. Donc, ça crée des crispations. Et j'ai nécessité d'aller les voir et d'aller les libérer. Parce que c'est comme si
les tensions que j'avais vécues dans le monde d'avant, que j'avais appris petit à petit à diminuer, non, j'ai plus envie de les vivre. Voilà, j'ai plus envie de les supporter. Après, tu avais, une troisième question, c'est est-ce que vous pensez que tout le monde a besoin d'écologie intérieure? Ou est-ce que, Alors, ils moi, peuvent trouver je veux bien vas-y. répondre, c'est pas Ouais, ouais. tant que tout le monde a besoin de faire ce qu'on fait, c'est que tout le monde a besoin de trouver un chemin où il respecte ses fonctions naturelles. Et on en est très loin aujourd'hui. Et les gens qui sont en souffrance ou qui sont en recherche de quelque chose, de mieux-être, ont tendance à aller vers des outils, des connaissances, des techniques. Et il s'agit d'être vigilant, à regarder si ces outils, ces connaissances ne sont pas des moyens de renforcer des techniques déjà d'hyper-contrôle, d'hyper-refoulement, et qu'elles n'éloignent pas de l'être. C'est facile d'utiliser des techniques qui vont renforcer l'obéissance, la soumission à une autorité, et qui vont encore plus couper du rapport à soi-même, du rapport à ses émotions, à son corps, etc. Et moi, c'est ce que j'observe, c'est qu'il y a des choses qui font du bien, ponctuellement, mais qui ne rendent pas autonomes et qui ne font pas le job en profondeur. C'est-à-dire qu'elles permettent d'aller bien sur un temps court, mais sur la longue durée, elles ne guérissent pas les choses traumatiques qui ont été engrammées. Et elles ne permettent pas de réaliser à quel point nos sociétés les humains dans les sociétés aujourd'hui sont pour beaucoup à côté de la plaque, même si eux, ils ont l'impression d'être bien parce qu'ils répondent aux injonctions des autorités, mais ils sont coupés pour beaucoup de leur être véritable. Donc, que chacun s'engage à sa manière dans un respect de ses fonctions naturelles et qu'il aille vers sa propre écologie intérieure, ça c'est évident. Chacun trouve les voies et les chemins qui l'amènent à respecter ça, mais il y a des connaissances et il y a des injonctions qui parfois sont contraires à une idée d'écologie intérieure. Il y a des choses qui sont dramatiques. Quand j'entends les gens dire je ne veux pas faire de jugement, le mot est un mot fourre-tout et dans les formations on explique en quoi c'est un mot fourre-tout qui coupe de l'intellect, de l'intelligence, de la réflexion, de l'émotion, qui empêche de penser. Voilà. Ça, ce sont par exemple des injonctions qu'on va trouver dans certains milieux. D'autres milieux, on va entendre il faut que je sois fort. Voilà. Mais se forcer à être fort, c'est contraire à respecter sa nature. Si je suis faible à un moment vulnérable, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, les formations qu'on propose sont aussi une réflexion à repérer ces injonctions et à réfléchir de manière autonome. Moi, j'aimerais juste rajouter, quelque chose. Tu as surtout parlé des pratiques qui peuvent être, bloquantes, Mm. ou qui nous éloignent finalement de notre nature. Mais moi, j'ai aussi, rencontré pas mal de pratiques qui nous éloignent de l'inconscient ou en tout cas qui ne mesurent pas suffisamment, la place de l'inconscient dans nos traumas et en fait, nos émotions, sont issues, de traumas de l'inconscient et donc dans pas mal de thérapies, ou de techniques de communication comme la communication non violente, on va pas sur l'inconscient. On pense que c'est la situation du présent qui est problématique et où on va demander à l'autre, enfin on va exprimer notre émotion puis demander à l'autre, quelque chose. Sauf qu'en fait, la problématique, n'est pas liée à la situation du présent. C'est un élément, déclencheur, un détonateur, je dirais. Il est illusoire de penser que ce qui nous gêne là, dans la situation du moment, c'est, l'autre ou la situation qui est responsable de ma problématique. En fait, je revis quelque chose du passé et le fait d'avoir conscience, des problématiques de l'inconscient, pour moi, c'est quand même assez fondamental et c'est vrai que je le vois peu, je le retrouve dans peu d'approches finalement ou alors dans des approches où, le thérapeute va avoir, du pouvoir sur moi, comme par exemple dans de l'hypnose où on va quand même bien travailler sur, de l'inconscient, mais c'est plus, le ouais, le thérapeute qui est aux manœuvres. Alors que moi, ce que j'aime bien, quand on part de la personne et que c'est la personne qui expérimente, elle-même, c'est que, elle va avoir accès à ce que son inconscient veut bien lui donner comme accès et donc voilà, moi je force pas, je forme les gens, je les accompagne à ce qu'ils découvrent leur propre fonctionnement psychique et qu'ils soient autonomes là-dessus. Moi je C'est aussi une réappropriation pour chacun, pour soi, de voir qu'on peut s'auto-accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on va se passer forcément de l'aide d'autrui, mais on a quand même des sacrées connaissances en soi pour s'auto-accompagner dans nos blocages. Et en plus, on peut en faire bénéficier ses proches. Donc, c'est aussi cette dynamique-là qui est intéressante et qui est à prendre en compte. et après sur l'histoire du forum de Zeg, là, je m'étais penchée sur la question il y a 1 an,
Et j'avais pas trouvé suffisamment de documents pour voir vraiment de quoi il s'agissait. Donc je vais pas pouvoir te répondre, si ce n'est que je m'assurerai que, voilà, dans toute approche maintenant quand on me présente: «Est-ce que ça se rapproche de ce que tu fais?» Je regarde, comme on vient de le faire là sur la question précédente, à savoir, est-ce que cette approche permet d'aller, guérir, des émotions, enfin des choses inconscientes? Est-ce qu'elles sont pas, bloquantes et est-ce que ce sont pas des injonctions? Est-ce que ça m'impose pas des choses? Est-ce qu'il y a pas quelqu'un, une tierce personne, qui a du pouvoir sur moi? Voilà, je regarde ça déjà, je me fais une Ou petite des pause injonctions qu'on doit se faire à soi-même. ou J'ai des pas le droit de injonctions dire ça, j'ai pas le droit de faire ça. ou, j'ai pas le droit de juger ou j'ai pas le droit de blabla. Donc c'est vrai que j'analyse ça et c'est vrai dans la lecture que j'en avais eue, j'avais pas eu suffisamment d'infos pour voir ça, donc je me renseignerai. Et ta première question, c'était, est-ce que finalement ce stage vous permet, de déconstruire ou de se retrouver? Jean-Guy, enfin je sais pas si c'était formulé Vas-y, comme ça comment exactement. vas-y, réponds. Hem, je sais pas si, c'est déconstruire ou déconstruire, enfin nécessairement déconstruire, mais c'est surtout, vous faire prendre conscience, de toutes les fonctions, qu'on a et qu'on sous-estime ou qu'on sous-utilise et c'est vraiment, apprendre à expérimenter, ce qui est à notre portée et donc nécessairement, ça va passer par déconstruire, des croyances comme quoi, on ne peut pas y arriver, je ne peux pas retrouver des traumas de quand j'étais tout bébé parce que ma mémoire elle y va pas. Heu, on va forcément, déconstruire tout un tas de croyances. Hem, voilà, je sais pas, Je vais peut-être je sais je vas-y peux complète. compléter. Mmh. Les stages, effectivement, participent d'une certaine revisitation, tu vois, de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on croit souvent l'être se pense unifié dans une forme, dit: «Je suis ça», alors qu'en réalité, à l'intérieur, à cause justement de ces parts inconscientes, c'est des tas de personnages qui cohabitent, surtout quand les gens ont été violentés. Ce qui est quand même enfin, moi, j'ai une mauvaise représentation parce que j'accompagne que des gens qui ont été fortement violentés, violés, abusés, martyrisés, et cetera. Donc j'en vois beaucoup et eux, je les vois très dissociés. Ils ont des parties très différentes qui interagissent et qui sont en combat à l'intérieur. Donc on n'est pas unifié. C'est pas qu'on est schizophrène, hein, c'est qu'on a de multiples parts qui sont agissantes. Donc en prendre conscience et se rendre compte que quand on va parler à ses enfants, c'est pas moi, et je pourrais parler pour moi, quand moi je parle à ma fille et qui a 11 ans et que je suis réactivé, qui est réactivé? C'est bien la part de moi enfant que j'ai oubliée et c'est elle qui me la réactive parce que je me mets à avoir une réaction qui est complètement disproportionnée par rapport à la situation, parce que dans le passé, j'ai pas été accueilli moi-même dans la même émotion et là, je peux en prendre conscience et la prise de conscience n'est pas forcément suffisante. Je peux m'arrêter et aller faire un travail d'auto-guérison, de transformation est quasi immédiat et c'est cette possibilité-là qui est extraordinaire et qui est comme un cadeau enfin fait aux humains pour pouvoir arrêter ces cycles venant du passé. Hem, du coup, l'enjeu, il est plus de faire l'expérience dans la formation de comment ça marche, de comprendre et ensuite de se donner des temps pour s'entraîner à le faire régulièrement. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens qui viennent régulièrement faire les formations intègrent les connaissances et ensuite, il y a un passage qui est fait. Il y a des tas d'outils, de tas de choses qu'ils n'utilisent pas. Parce que bah, si on se lève le matin comme un enfant, qu'on est heureux de ce qu'on a à faire, c'est qu'on est réaligné et on n'a pas à faire plein de trucs pour être bien. Voilà. On se lève et on fait ce qu'on aime et en faisant ce qu'on aime, on est bien. C'est cet axe-là qu'on cherche à activer. Évidemment, ça va passer par des prises de conscience qui, elles, vont réactiver des vieilles mémoires douloureuses. Ça fait mal de se rendre compte qu'on a été maltraité quand on était enfant, alors qu'on nous a dit qu'on était bien traité. Mais aujourd'hui, notre société, elle est face à un tel déni de ce passé-là que bah, les stages font pas l'économie d'aller regarder. Et c'est pas grave, ça fait partie d'un processus. Et comme on a la capacité de s'auto-accompagner, si on a tout d'un coup une tristesse parce qu'on se rend compte que notre papa il n'a pas été aimant, ben oui, on a une tristesse. On ne va pas être dans le déni, ben oui, on est triste. Alors on va accueillir cette tristesse jusqu'à temps que le corps adulte aujourd'hui puisse se sentir apaisé avec ce passé. Et c'est un processus d'actualisation du passé au fur et à mesure qu'il arrive, qu'on fait des choses, qu'on vit, etc.
Voilà. Donc, tu as bien résumé pour moi, Emmanuel. Les stages sont une réactualisation de de ce passé. Donc, on se reconfronte à quelque chose, mais pour une libération. Le but étant que ce soit un passage, le but n'étant pas de rester enfermé dans quelque chose de douloureux. Évidemment, moi, les gens que j'accompagne, ça leur prend des fois quelques années quand même de transformation. Quand les gens viennent avec des enfances où il y a de l'inceste, des traumas de tous les côtés, bah, ça va être plus long que quelqu'un qui a une enfance où quand même globalement ses parents l'ont aimé, l'ont soutenu, bah, tant mieux. Là, c'est-à-dire que quand j'accompagne dans les stages, il y a des gens qui viennent, on voit qu'ils ont eu une enfance vraiment soutenante, aimante, bah, voilà, ils vont beaucoup plus vite. Pour eux, c'est déjà là. Donc il y a des gens, ils n'auront pas besoin de venir apprendre ce qu'on transmet, ils le savent déjà. Mais parfois, ça met des mots sur des choses qu'on sait faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a un autre aspect, c'est que le groupe est nourrissant. C'est-à-dire que de se confronter à l'autre, de voir les autres, et le dispositif permet d'accompagner. D'être accompagnant, c'est là où tu apprends. Tu apprends à voir comment ça se passe chez l'autre, et du coup, tu deviens expert toi-même parce que tu as vu chez l'autre comment il faisait. Tu dis, ah, ça fait ça quand on a une émotion qui bloque. Ah, ça fait ça quand on a identifié une très forte émotion. Et le fait, dans les stages, de voir les autres en train de vivre, c'est pas pareil que faire tout seul derrière un livre, ou dans son lit, ou dans son salon, ou dans la nature. Donc, la nourriture qu'on se partage dans les stages, c'est aussi l'essence de ce que nous sommes. On est des êtres humains, en effet, pour se partager du savoir, des connaissances. Et moi, c'est ce qui m'anime quand je partage, et ce que j'aime vivre, c'est ces découvertes-là, et de voir les êtres humains s'ouvrir à ce qu'ils sont, à leur être profond. Évidemment, ça passe par moments par des reconnexions à des souffrances, mais je crois que vouloir en faire l'économie, c'est un piège. C'est un réel piège. Parfois, il y a des gens que j'accompagne, on ne va pas forcément trouver dans le passé, ce qui est parce que c'est occulté. Mais je sais que tôt ou tard, il y a quelque chose qui revient comme un savoir, comme une nécessité de regarder, et c'est un cadeau. C'est pas une déconstruction qui est forcément douloureuse, c'est juste voir le réel. Ah, je viens de là. C'est sûr que c'est pas a priori très agréable et qu'on voudrait quelque chose de coucounant, confortant, mais ça l'est en réalité. C'est très coucounant d'aller se regarder tel qu'on a été accompagné enfant et de regarder le réel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou à compléter ce que disait Emmanuel. Si, merci pour ces réponses, ouais. Voilà. Et après, moi, je suis curieux, hein, le forum de ZEC, j'en ai entendu parler. Moi, j'aime bien aller expérimenter. Donc, je vais expérimenter avec ce que je suis et je regarde et je reprends les questions que tu as fait. La vigilance sur les 3 ou 4 points que tu as nommés, Emmanuel, ce qui permet d'aller en sécurité, tout expérimenter et de voir où sont les processus activants, est-ce qu'on me soumet une autorité. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je vais voir, je teste, je regarde à court terme, à moyen terme, et j'observe comment ça fonctionne. Et chaque outil, chaque connaissance est un ajout pour apprendre, voilà, pour pouvoir vivre mieux ensemble, j'ai envie de dire, ou muter ensemble. Alors du coup, juste un mot pour conclure sur le fait que ce stage qu'on fait le 24 et 25 juillet, on le co-anime tous les deux, Jean-Guillaume. Donc toi, tu es en Alsace et tu organises d'autres stages par chez toi tout au long de l'année. Et puis, il arrive régulièrement que tu descendes dans le sud et qu'on co-anime des stages. Et puis moi, j'anime également des stages tout au long de l'année dans le Gard. Et donc là, ce stage aura lieu le 24 et 25 juillet. Il reste encore quelques places. Et on peut répondre à toutes les questions que vous avez à la suite de cette vidéo en nous envoyant un mail Ou en me téléphonant, si ou moi en je suis plus téléphonant. disponible par téléphone. Ouais. Peut-être qu'on peut donner ton site web qui s'appelle www.l'atelierdebélier.com et Bélier, il y a 2 L. Voilà. Et puis sinon, sur Facebook, vous pouvez écrire sur les événements de la page. Voilà. Est-ce que tu Oui, moi je vais compléter? ajouter que j'anime aussi deux Oui, stages encore cet été, enfin même 3 en tout. Un stage au Mas des Prés, qui est un écolieu au sud de Perpignan. Là, c'est plus un stage thérapeutique. Ce ne sera pas un stage formatif comme on va faire avec Emmanuel. Ce sera plus un stage d'expérience et de guérison et de transformation avec à peu près tout ce qu'on a décrit. Mais je serai moins dans les explications, je répondrai évidemment aux questions, mais j'utiliserai plus l'effet thérapeutique du groupe et les outils pour guérir. C'est vraiment un stage à vision de transformation. Mais c'est un stage où on intègre aussi les outils, mais je donne moins d'explications. Ça, c'est plutôt dans les formations. Et j'ai aussi un stage en septembre dans le sud, vers Toulon, qui est de 2 jours, qui est plutôt de la formation.
Et j'ai aussi un autre stage thérapeutique hommes et femmes avec une amie en Alsace, où là, on met en œuvre à nouveau les outils de guérison. Mais pareil, on fait des expériences et je dissocie là aujourd'hui vraiment l'aspect formateur, où on apprend en faisant l'expérience. Ça, c'est vraiment ta partie, toi, Emmanuel, hein, tu es spécialiste de la formation et de comment on peut apprendre. Des stages plus expérientiels, où on teste et on fait des expériences. Où je suis moins dans les Oui, oui. explications. Préciser quand même que les stages où on forme, on fait Ah ben oui, l'expérience. évidemment. Ce sont Vous avez des formations expérientielles, on pratique, mais on a un apport théorique qui est quand même conséquent. On donne beaucoup d'explications claires, précises, qui permettent de comprendre le sens de ce qu'on fait. On donne des explications pour que vous puissiez, vous allez repartir avec des fiches pour que vous puissiez continuer chez vous. Et on pratique énormément aussi. On fait l'expérience et on vous transmet tous les éléments pour pouvoir poursuivre. Donc, si vous voulez nous retrouver, c'est en juillet ou sur les dates que vous a donné Jean-Guillaume. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Bonne fin de soirée à tous et puis à bientôt. Et merci David d'avoir Merci David. posé tes questions, d'avoir été là. Ciao.